exigence intitulée « Une erreur de calcul fatale ». C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer un comportement de routine de Karen en les 6 décès les plus horribles jamais vus, prouvant que lorsque l'entitlement toxique rencontre des conséquences mortelles, la réalité ne se soucie ni de vos abonnés sur les réseaux sociaux, ni de votre titre corporatif. C'était le 15 mars 2017, lorsque le besoin insatiable de Vanessa Clay de dominer chaque interaction allait enfin la rattraper de la manière la plus horrible imaginable. Vanessa, une responsable des ventes pharmaceutiques de 42 ans venant de Columbus, Ohio, avait construit toute son identité autour de l'intimidation des travailleurs de service et de l'exigence d'un traitement spécial partout où elle allait. Mesurant 5 pieds 6 pouces avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, elle se comportait avec une supériorité qui mettait tout le monde mal à l'aise autour d'elle. Son arme de prédilection était son foulard Hermès coûteux, qu'elle portait comme un insigne d'honneur tout en réprimandant les employés au salaire minimum. Ce mardi après-midi-là, Vanessa avait déjà terrorisé 3 établissements différents. Elle a fait pleurer un jeune barista de Starbucks à cause de l'art de mousse, a fait en sorte qu'un employé de McDonald's soit réprimandé pour un service prétendument lent et a crié sur un caissier de Target pour avoir refusé son coupon expiré. Chaque confrontation était diffusée en direct à ses 5000 abonnés sur les réseaux sociaux qui encourageaient son comportement toxique. Au centre commercial Westfield, Vanessa est arrivée au magasin de bijoux en demandant un remboursement de 300 $ sans reçu. Lorsque l'employé a poliment expliqué la politique du magasin, Vanessa a explosé dans sa tirade caractéristique, ajustant dramatiquement son foulard de créateur tout en filmant l'interaction. Le jeune employé a appelé le garde de sécurité Marcus Williams, un père de 2 enfants de 28 ans qui avait déjà traité avec des clients difficiles, mais jamais quelqu'un comme Vanessa. Alors que Vanessa descendait l'escalator, elle aperçut Marcus en bas et commença immédiatement son attaque. Penchée sur la rambarde tout en maintenant son live, elle a crié à propos des employés incompétents et a menacé de tous les virer. Son besoin de faire de grands gestes en filmant et en portant plusieurs sacs de course a créé une tempête parfaite de comportements imprudents. Le foulard Hermès que Vanessa utilisait comme symbole de supériorité a commencé à danser dans l'air alors qu'elle agitait ses bras avec agressivité. Dans sa vision tunnel alimentée par la rage, elle n'a pas remarqué le tissu dérivé vers le mécanisme latéral de l'escalator. La machinerie en mouvement a attrapé le tissu de soie et a commencé à l'enrouler fermement autour de son cou. Pendant 45 secondes agonisantes, les caméras de sécurité ont capturé Vanessa en train de griffer désespérément l'écharpe qui l'étranglait maintenant. Les mêmes mains qu'elle avait utilisées quelques instants auparavant pour pointer accusativement les employés se battaient maintenant pour sa vie. D'autres passagers ont crié et cherché frénétiquement le bouton d'arrêt d'urgence, mais c'était trop tard. La force mécanique implacable de l'escalator a comprimé les vertèbres cervicales de Vanessa, tout en obstruant complètement ses voies respiratoires. Son corps souple de 63 kg est devenu mou tandis que l'accessoire de mode qu'elle portait pour impressionner les autres est devenu l'instrument de sa mort. Les secours sont arrivés 8 minutes plus tard, mais Vanessa Clay était déjà partie. L'ironie n'a échappé à personne. La femme qui avait passé des années à utiliser ses symboles de statut pour terroriser les employés de service avait été tuée par l'écharpe même qu'elle portait pour établir sa domination. Son dernier livestream, toujours en cours d'enregistrement alors que les ambulanciers travaillaient, a capturé ses dernières exigences pleines de droits avant l'accident fatal. Marcus Williams, le gardien de sécurité contre lequel elle avait crié, a eu besoin de plusieurs mois de thérapie pour faire face au fait de voir quelqu'un mourir en maudissant son nom. L'incident est devenu viral, mais au lieu de sympathie, des millions de spectateurs se sont moqués du comportement de Vanessa, avec des commentaires comme « Joue à des jeux de Karen, gagne des prix de Karen ». La famille de Vanessa a tenté de poursuivre le centre commercial en justice, mais les images de sécurité ont clairement montré que son comportement imprudent a directement causé l'accident. L'affaire a été classée et Westfield a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, y compris des avertissements sur les vêtements amples et des arrêts d'urgence supplémentaires sur tous les escalators. La tragédie est devenue un conte de mise en garde sur la façon dont un sentiment de droit toxique peut avoir des conséquences mortelles, le nom de Vanessa Clay devenant synonyme du karma ultime des Karen. C'était le 3 août 2018, lorsque le privilège corporatif de Gillian Frost l'a envoyé chuter vers sa mort dans un parking de Denver. Gillian, une directrice des ressources humaines de 38 ans mesurant 1,63 m, avait passé sa carrière à exercer son pouvoir sur les employés comme une arme. Elle conduisait un BMW SUV blanc impeccable qu'elle utilisait pour intimider toutes les personnes qu'elle jugeait inférieures à son statut social, portant toujours des cartes de visite mentionnant son titre de poste pour établir sa domination sur les travailleurs de service. Ce mardi matin avait déjà été un désastre pour Gillian.
Après s'être vue refuser une promotion à laquelle elle se sentait en droit, elle a entrepris une virée shopping de vengeance pour apaiser son ego blessé. Elle avait déjà crié sur un employé de station-service à propos de la vitesse de la pompe, exigé qu'un manager de Subway licencie un employé à cause de l'assemblage du sandwich et publié des stories Instagram se moquant de ce qu'elle appelait des travailleurs incompétents au salaire minimum. Au garage de stationnement de Target, la colère arrogante de Jillian a atteint un point d'ébullition. Elle en a passé 20 minutes à klaxonner agressivement sur les familles et les personnes âgées tout en les filmant à travers son pare-brise. Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont adoré son contenu intitulé « Enseigner les bonnes manières de stationnement aux paysans », encourageant son comportement de plus en plus toxique. Quand Jillian a aperçu la famille Martinez chargeant des courses, elle s'est immédiatement garée derrière eux et a commencé à klaxonner. La famille comprenait Maria Martinez, la grand-mère de 78 ans, qui se déplaçait lentement avec son déambulateur à cause de l'arthrite. Cela alimentait l'impatience de Jillian alors qu'elle filmait en criant que des personnes importantes avaient du travail à faire. Incapable de contenir sa rage de Karen d'entreprise, Jillian a explosé hors de son véhicule comme une femme possédée. Elle a commencé sa routine d'intimidation caractéristique, reculant sur la barrière de sécurité en béton pour gagner en hauteur tout en filmant et menaçant de faire arrêter toute la famille pour obstruction. La barrière en béton d'une hauteur de 42 pouces avait été affaiblie par des travaux de construction récents, bien qu'elle paraisse solide. Alors que Jillian gesticulait sauvagement tout en maintenant sa posture provocante, la structure compromise ne pouvait pas soutenir ses mouvements agressifs. Son poids de 135 livres, combiné à ses gestes violents, a provoqué l'effondrement complet de la barrière. Jillian est tombée de 35 pieds de la tête la première sur l'asphalte, ses talons créateurs volant pendant la chute. L'impact a été dévastateur. Son crâne s'est fracturé à plusieurs endroits tandis que sa colonne vertébrale s'est rompue à la deuxième vertèbre cervicale. La matière cérébrale éparpillée sur le trottoir alors que son corps est entré en arrêt cardiaque immédiat. La famille Martinez a regardé avec horreur la femme qui les terrorisait il y a quelques secondes à peine, immobile dans une flaque de sang grandissante. Maria Martinez, malgré être la cible de la dernière diatribe de Jillian, a appelé les urgences avec des mains tremblantes. Les ambulanciers sont arrivés en 6 minutes, mais Jillian était déjà partie. Son téléphone, encore serré dans sa main crispée par la mort, contenait la dernière vidéo de son comportement arrogant causant sa disparition, la montrant en train de monter sur la barrière tout en hurlant des menaces, avant de capturer sa chute mortelle. Le parking a été immédiatement fermé pour inspection, révélant de multiples violations de sécurité. Target a reçu une amende de 2 300 000 $ de l'OSHA, bien que réduite lorsque les enquêteurs ont déterminé que le comportement imprudent de Jillian avait contribué de manière significative à l'échec de la barrière. Les réactions en ligne étaient majoritairement sans sympathie. Les commentaires m'ont inondé les réseaux sociaux avec des phrases telles que « Elle est littéralement morte en colère à propos d'une place de parking » et « Karen Corporative rencontre la réalité concrète ». Son employeur a discrètement restructuré leur département des ressources humaines après que son histoire de harcèlement au travail ait émergé lors de l'enquête. La famille Martinez, traumatisée par le fait d'avoir été témoin du décès, a reçu des conseils et un règlement. Grand-mère Maria a développé une anxiété sévère envers les espaces publics, hantée pour toujours d'avoir été la dernière victime de quelqu'un avant leur décès. La mort de Jillian Frost est devenue une histoire édifiante, prouvant que la gravité ne se soucie pas de votre titre d'entreprise ni de votre attitude prétentieuse. C'était le 22 juin 2016, lorsque l'obsession de Whitney Collins pour l'autorité et la célébrité virale l'a écrasée à mort dans un drive-in McDonald's à Phoenix. Whitney, une adjointe au principal de collège de 35 ans mesurant 1,65 m, avait construit son identité autour de l'exercice de son pouvoir sur les adolescents et les travailleurs de service. Sa Honda Civic rouge était équipée de supports pour téléphone afin de filmer les confrontations et elle portait des accréditations plastifiées pour intimider quiconque remettait en question son autorité. Whitney Weiss. La directrice Karen avait un compte TikTok avec 8000 abonnés qui suivaient quotidiennement son contenu où elle réprimandait les employés de restauration rapide et de vente au détail. Elle avait perfectionné l'art d'utiliser sa position d'éducatrice comme une arme, rappelant constamment aux gens qu'elle avait affaire à des adolescents menteurs et connaissait l'insubordination. Ce mardi matin avait été productif pour la création de contenu de Whitney. Elle avait suspendu 3 étudiants pour problème d'attitude, s'était filmée en train de crier sur un parent qui avait remis en question ses méthodes et avait posté sur l'enseignement du respect à la prochaine génération et à leurs parents facilitants. Whitney était célèbre dans ce restaurant de burgers, ayant déjà fait licencier 2 employés adolescents en les filmant et en demandant une action de l'entreprise. Son geste signature consistait à sortir de son véhicule lors de disputes au drive pour intimider les jeunes employés tout en diffusant en direct. Lorsque Jake Martinez, un employé de 10 ou 7 ans, a informé Whitney que la machine à glace était en panne, elle a commencé son discours sur le fait qu'elle était administratrice scolaire habituée à gérer des adolescents menteurs au quotidien. Ses abonnés l'ont encouragée dans les commentaires alors qu'elle entamait sa routine d'escalade.
Incapable de contenir son besoin de contenu dramatique, Whitney est sortie de sa Honda Civic tout en la laissant en marche, diffusant en direct alors qu'elle s'approchait du tableau de menu. Elle a commencé à frapper la structure en criant sur l'incompétence et en menaçant de fermer l'établissement. Pour intimider Jake et obtenir de meilleures images, Whitney a commencé à secouer violemment le poteau de support du menu électronique de 200 livres. La structure avait été fragilisée par les tempêtes de vent de l'Arizona, mais Whitney était trop concentrée sur sa performance pour remarquer le balancement dangereux. Le panneau de menu ne pouvait pas résister à l'assaut de Whitney et a commencé à basculer vers elle alors qu'elle continuait à filmer. Dans ces derniers instants, elle hurlait des reproches à Jake lorsque la structure métallique l'a frappé dans le dos avec une force dévastatrice. Whitney a été écrasée entre le panneau de menu qui tombait et sa Honda Civic qui avançait lentement. Sa colonne vertébrale s'est brisée instantanément tandis que sa cage thoracique s'effondrait sous le poids. Les organes internes ont éclaté alors que 90,7 kg de métal comprimèrent son corps de 56,7 kg contre le pare-choc. Son téléphone a capturé chaque seconde horrible alors qu'elle était coincée et écrasée. Les images montraient son dernier regard accusateur vers Jake, essayant toujours de blâmer l'adolescent alors que sa vie s'achevait. Jake Martinez a immédiatement démissionné et a eu besoin d'une thérapie pour surmonter sa culpabilité de survivant, hanté par les derniers moments de Whitney où elle lui reprochait. Le district scolaire a enquêté sur la conduite de Whitney, révélant des interactions inappropriées avec les étudiants et les parents documentés sur les réseaux sociaux. La mort de Whitney Collins est devenue l'exemple ultime des dangers de la culture Karen et les conséquences mortelles d'un comportement égocentrique, prouvant que la célébrité virale ne vaut pas la peine de mourir. C'était le 11 novembre 2015, lorsque l'arrogance élitiste d'Erin Lockhart provoquerait une bousculade mortelle dans un Whole Foods à Seattle qui l'écraserait sous les mêmes personnes qu'elle méprisait. Erin, une agente immobilière de luxe de 44 ans mesurant 1,70 m avec des cheveux blonds platine, avait construit sa carrière autour de l'exclusivité et du mépris pour quiconque qu'elle jugeait indigne. Elle conduisait une Mercedes blanche et portait des cartes de visite indiquant ses ventes d'1 million de dollars pour établir sa supériorité sur les gens ordinaires. Erin s'est spécialisée dans le contrôle des personnes qui avaient droit aux espaces chics, ayant auparavant fait expulser des familles de restaurants et exigé que les magasins créent des lignes de clients privilégiés. Son Instagram mettait en avant son style de vie tout en se moquant des personnes pauvres, accumulant des abonnés qui encourageaient son comportement élitiste. Ce matin de vendredi noir avait été productif pour le complexe de supériorité d'Erin. Elle avait publié des histoires ridiculisant les familles Target, exigé qu'un barista Starbucks soit licencié et s'était filmé en direct en train de donner une leçon à une femme enceinte sur l'étiquette de shopping. Après un brunch au champagne, Erin est arrivée chez Whole Foods enhardie par l'alcool et les encouragements des réseaux sociaux. Elle s'était vantée d'éduquer les paysans sur leur place, portant son téléphone pour documenter les confrontations pour ses fidèles abonnés. La tactique signature d'Erin consistait à bloquer physiquement les clients qu'elle jugeait indignes d'accéder aux produits premium tout en filmant les rencontres. Elle utilisait sa taille, ses vêtements de marque et son ton condescendant pour faire sentir aux familles qu'elle n'était pas les bienvenues dans son territoire. Lorsque la famille Rodriguez s'est approchée du dernier dinde biologique, Erin a foncé comme un prédateur. Elle a commencé sa diatribe sur le fait d'être une cliente premium tout en filmant la famille, en ciblant particulièrement la grand-mère âgée qui se déplaçait lentement et parlait peu anglais. Incapable d'accepter que les gens ordinaires méritent être les mêmes produits, Erin a physiquement saisi la dinde en criant à propos des normes biologiques. Quand Madame Rodriguez a maintenu sa prise, la rage en tête d'Erin a atteint des niveaux dangereux. Dans sa fureur de saisir la dinde tout en filmant, Erin a effectué des mouvements agressifs en arrière près du présentoir d'huile d'olive. Ses talons de créateur et son équilibre altéré par l'alcool l'ont rendue de plus en plus imprévisible alors qu'elle refusait de lâcher soit la dinde, soit le téléphone. La violente lutte d'Erin l'a fait tomber en arrière dans des bouteilles d'huile d'olive empilées, créant un effet domino dévastateur. Le verre a explosé alors que plusieurs étagères s'effondraient, le bruit résonnant comme des coups de feu. Les clients paniqués, pensant être attaqués, se sont précipités vers les sorties dans une bousculade humaine. Erin était piégée sous des étagères tombées et du verre brisé alors que des clients terrifiés la piétinaient dans leur fuite désespérée. L'agent de 63 kg a subi de graves lacérations de l'artère carotide causées par le verre brisé, tout en subissant un traumatisme crânien massif dû à la chute de conserve. Environ 15 clients ont marché sur son corps, écrasant sa cage thoracique et déperforant ses poumons.
Les derniers instants d'Erin ont été passés à agripper la dinde bio pour laquelle elle s'est battue, son sang se mêlant à l'huile d'olive sur le sol. Son téléphone a continué d'enregistrer le chaos qu'elle a créé, capturant sa propre mort. Les ambulanciers ont trouvé Erin en arrêt cardiaque avec une perte de sang massive. 22 minutes de réanimation ont échoué car elle avait perdu trop de sang à cause de son artère sectionnée. Les images de sécurité montrant le comportement égoïste d'Erin provoquant la bousculade sont devenues virales. Les réactions en ligne ont été brutales, avec des commentaires inondant les réseaux sociaux se moquant de sa mort pour des courses alimentaires. 3 clients ont dû être hospitalisés pour des blessures causées par une bousculade. La famille Rodriguez a reçu des menaces de mort de la part des abonnés d'Erin jusqu'à ce que les comptes soient désactivés, nécessitant une protection policière. Whole Foods a mis en place des mesures de contrôle de la foule et renforcé les étagères. Le cabinet d'Erin a découvert son passé de discrimination envers les clients, entraînant des enquêtes et le retrait de son nom des propriétés. La mort d'Erin Lockhart est devenue une mise en garde sur la façon dont le sentiment de supériorité de classe peut avoir des conséquences mortelles. C'était le 4 juillet 2019, lorsque l'obsession de Natalia Brooke pour le contrôle du quartier l'a menée à se noyer au fond d'une piscine de Miami lors de ce qui aurait dû être une fête patriotique. Natalia, une présidente de l'association des propriétaires de 39 ans, mesurant 1,60 m, avait transformé son poste de l'association en une dictature personnelle. Elle conduisait une voiturette de golf blanche équipée de caméras et de cahiers de contravention, patrouillant dans le quartier comme un commandant militaire, imposant la loi martiale aux familles de banlieue. Le groupe Facebook de Natalia, Violation Reporting, comptait plus de 200 membres qui encourageaient ces tactiques de surveillance. Elle avait installé des caméras de sécurité pour surveiller ses voisins et était connue pour filmer les résidents dans des moments privés, publiant des vidéos en ligne avec des diatribes sur la valeur des propriétés. Ce matin du jour de l'indépendance avait été productif pour l'agenda autoritaire de Natalia. Elle avait délivré des contraventions pour décorations patriotiques excessives, filmé des familles pour des violations de bruit impliquant des enfants jouant et posté des diatribes sur Facebook à propos de voisins inconsidérés détruisant la valeur des propriétés. Après avoir consommé du vin pendant sa patrouille, Natalia a repéré des voitures à la fête de piscine de la famille Johnson. Son autorité sous l'effet de l'alcool s'est emballée alors qu'elle a recommencé à filmer en criant au sujet des rassemblements non autorisés et des infractions de stationnement. La tactique signature de Natalia consistait à marcher à reculons tout en maintenant un contact visuel agressif lors des confrontations, un jeu de domination psychologique perfectionné au fil des années de harcèlement de quartier. Cette technique avait intimidé des dizaines de résidents jusqu'à la soumission. Arrivant à la fête au bord de la piscine en tenue professionnelle avec son clipboard, Natalia a traversé la porte en hurlant à propos de rassemblements illégaux tout en filmant des enfants et des familles terrifiées essayant de profiter de leurs vacances. Incapable de contenir son complexe d'autorité du syndicat de copropriété, Natalia a commencé à confronter les invités à propos du stationnement. Elle a marché à reculons le long du bord de la piscine pour maintenir son regard intimidant tout en criant qu'elle gérait le quartier et exigeait du respect. Pour établir une domination maximale, Natalia a marché sur le bord en pierre décoratif entourant la piscine. Les pierres étaient devenues glissantes à cause des éclaboussures d'eau, mais Natalia était trop concentrée sur sa performance pour remarquer la surface dangereuse. Alors que Natalia faisait des gestes sauvages avec son clipboard tout en marchant à reculons, ses talons de travail ont perdu de l'adhérence sur la pierre mouillée. Son corps de 60 kg a basculé en arrière dans la partie la plus profonde de 2,50 m, portant toujours son lourd tailleur et ses chaussures en cuir. Les vêtements gorgés d'eau ont immédiatement entraîné Natalia vers le bas alors qu'elle se débattait frénétiquement. Sa planchette flottait à côté d'elle alors qu'elle luttait désespérément, incapable de nager et alourdie par son costume d'autorité devenu un piège mortel. Les invités de la fête ont d'abord pensé que Natalia mettait en scène une autre confrontation dramatique. Lorsqu'ils se sont rendus compte que la situation était réelle, elle était sous l'eau depuis plus de 3 minutes. Natalia a subi un arrêt cardiaque causé par la noyade alors que l'eau de la piscine remplissait ses poumons. Ses derniers moments ont été passés à se débattre dans l'eau tandis que son tableau d'écriture coulait à côté d'elle, le symbole de sa tyrannie devenant une preuve détrempée. Les secouristes sont arrivés en 8 minutes, mais Natalia était déjà morte au fond de la piscine. Son corps a été retrouvé, serrant encore des formulaires de violation HOA, les papiers qu'elle utilisait pour terroriser ses voisins maintenant dissous en une pulpe illisible. La réaction de la communauté a été notablement peu sympathique, avec des voisins exprimant en privé leur soulagement. La famille Johnson n'a fait face à aucune conséquence car la fête respectait les règlements et Natalia était en train d'empiéter. Le poste de Natalia à l'association des propriétaires a été dissous et l'association de quartier a été restructurée pour prévenir tout harcèlement futur.
Son groupe Facebook a été désactivé après que des membres ont commencé à célébrer sa mort. L'incident a conduit à des réformes de l'association de copropriétaires à l'échelle de l'État limitant l'autorité des présidents. La mort de Natalia Brooks est devenue une leçon sur la façon dont un comportement avide de pouvoir peut littéralement vous entraîner vers le bas. C'était le 8 septembre 2018, lorsque l'obsession de rage au volant de Danica Wells a envoyé son SUV voler dans les airs à 120 km/h sur l'autoroute 75 à Atlanta, Géorgie. Danica, une responsable de la conformité de 41 ans mesurant 1,68 m, avait transformé son autorité d'application des règles en une croisade personnelle contre quiconque remettait en question ces règles. Son SUV noir était équipé de caméras de tableau de bord, de klaxons personnalisés et de décalcomanies d'officiers de conformité qui justifièrent son comportement de justicière de l'autoroute. Danica se spécialisait dans la surveillance des autres conducteurs comme des subordonnés, ayant reçu 3 contraventions pour conduite agressive tout en filmant des automobilistes pour des infractions. Son LinkedIn montrait des publications sur la responsabilisation des gens et l'enseignement du respect aux personnes insubordonnées. Ce vendredi matin avait été productif pour le complexe de pouvoir de Danica. Elle avait licencié 2 employés, publié des diatribes sur l'enseignement du respect aux travailleurs et prenait des stimulants sur ordonnance sans surveillance médicale, amplifiant ainsi sa personnalité agressive. La signature de Danica sur l'autoroute consistait à se porter à la hauteur des véhicules pour crier sur les conducteurs tout en maintenant des vitesses élevées, utilisant son autorité d'entreprise pour justifier des confrontations dangereuses. Elle croyait que sa position de conformité lui donnait juridiction sur chaque conducteur. Lorsqu'une Honda Compact a fusionné devant son SUV pendant l'heure de pointe, Danica a lancé son diatribe autoroutière. Elle a commencé à faire du tailgating de manière agressive en klaxonnant et en faisant clignoter les feux de route, filmant la violation présumée pour les réseaux sociaux. Incapable de contenir son obsession de l'application des règles, Danica s'est approchée de la Honda à 120 km/h et a commencé à crier par sa fenêtre à propos des procédures adéquates pour s'insérer dans la circulation. Elle s'est dangereusement rapprochée en gesticulant de manière effrénée, essayant de les forcer à quitter la route. Le besoin de Danica de maintenir sa posture de tournage conflictuel lui a créé une vision en tunnel. Elle s'est obsédée par l'idée de punir l'autre conducteur, se concentrant entièrement sur son trip de pouvoir plutôt que sur la sécurité routière. Le trafic devant elle s'était arrêté pour des travaux, avec des cônes oranges et des barrières en béton bien visibles, mais Danica était trop absorbée par sa performance d'application de la loi pour remarquer la situation dangereuse qui se développait. En maintenant une vitesse de 75 mph tout en criant à propos des leçons de conduite, le SUV de Danica a percuté violemment la barrière en béton du chantier. L'impact a propulsé son véhicule de 4000 livres dans les airs, le faisant tourner 3 fois avant de s'écraser à l'envers. Le corps de Danica a été projeté à l'intérieur pendant la violente séquence de tonneaux. Sa colonne vertébrale a été sectionnée à plusieurs endroits tandis que son crâne se fracturait contre le toit. Les organes internes se sont rompus sous l'effet des forces de décélération alors que le métal tordu écrasait son corps de 63 kg. Les secouristes ont trouvé le SUV de Danica détruit et son corps sans vie dans l'épave. Les images de sa caméra de tableau de bord ont capturé chaque instant de son dernier incident de rage au volant, montrant que son comportement agressif a directement causé l'accident fatal. Le conducteur qu'elle harcelait a fourni un témoignage décrivant l'agression croissante de Danica. Malgré le traumatisme d'avoir été témoin de sa mort, ils ont eu besoin de conseils pour le syndrome du survivant. La vidéo de la dashcam de Danica est devenue virale lorsqu'elle a été publiée par les autorités, la montrant criant des menaces patoises tout en ignorant la sécurité routière. Les réactions en ligne ont été peu sympathiques, avec des commentaires comme « Compliance Karen ne pouvait pas se conformer aux lois de conduite inondant les réseaux sociaux ». Son employeur a fait l'objet d'un examen minutieux lorsque l'historique de Danica en matière d'abus d'autorité a été révélé. L'entreprise a mis en place une formation obligatoire sur la gestion de la colère pour les agents de conformité et a réformé les politiques d'application. Danica Wells est morte en essayant d'imposer des règles aux autres tout en les ignorant elle-même, prouvant que les barrières concrètes ne se soucient pas de l'autorité d'entreprise. Si ces décès horribles de Karen vous ont laissé sans voix, préparez-vous pour ce qui va suivre. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour plus d'histoires choquantes de comportements arrogants qui ont tourné au drame.